Bonjour, je m'appelle Laure Lucchesi et je suis spécialiste du numérique, de la data et de l'intelligence artificielle aussi. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années sur ces sujets pour des grandes entreprises et puis aussi pour les services du Premier ministre. Et donc j'ai accompagné HLU sur la réalisation d'une étude dédiée donc à l'intelligence artificielle, aux risques qui pouvaient y être associés, en tout cas associés à un développement non maîtrisé de l'IA. Pour revenir brièvement sur l'intelligence artificielle en tant que telle, en quoi cette technique fait appel aux ressorts habituels de notre économie? Alors l'intelligence artificielle, déjà, il faut rappeler ce dont on parle. On en a beaucoup entendu parler dans l'année qui vient de s'écouler. Au départ, c'est une discipline scientifique donc qui a été mise au point par des chercheurs et qui, peu à peu, a trouvé des déclinaisons et des applications concrètes dans l'économie, mais aussi dans la société d'ailleurs. Et donc, ça n'est pas un terme qui est nouveau. Le terme d'intelligence artificielle, il a été utilisé pour la première fois en 1956, donc ça fait 70 ans déjà. Et effectivement, l'IA, ça repose sur différentes techniques scientifiques. On a eu un gros essor de l'intelligence artificielle dans les années 90 et 2000, avec vraiment non seulement des percées scientifiques, mais aussi des applications très concrètes dans l'économie qui ont été permises par deux choses. L'essor aussi des données, qui sont en fait la matière première sur laquelle l'intelligence artificielle va apprendre, et puis aussi en parallèle l'augmentation de la puissance de calcul. Donc on a eu une grosse percée dans les années 2000. Et plus récemment, en 2022, est apparu ce qu'on a appelé l'intelligence artificielle générative, puisque donc là c'est une nouvelle technologie qui permet de générer, de créer des contenus nouveaux à partir d'un apprentissage sur des données du passé. Et donc ça a été assez nouveau, on l'a connu dans le grand public par l'arrivée de ChatGPT, qui a été mis entre les mains justement de tout un chacun et qui a permis de prendre conscience vraiment de toutes les avancées, de tout ce que permettait l'intelligence artificielle. Et ça a ouvert beaucoup d'applications aussi dans l'entreprise. Mais donc ce qui a fait la différence, c'est que c'est rentré un peu par les mains du grand public et par les usages, et que les dirigeants eux-mêmes ont parfois été pris de court, parce que les employés, les collaborateurs ont commencé à utiliser l'IA générative, ChatGPT ou même des services de génération de contenu vidéo, sans qu'en fait, il y ait eu vraiment une réflexion stratégique sur comment chaque entreprise allait pouvoir tirer parti ou utiliser, ou non d'ailleurs, l'intelligence artificielle. Donc il y a eu un moment vraiment où ça a court-circuité dans un certain nombre de cas la réflexion stratégique. Ce qu'on peut dire, c'est aussi par ailleurs que l'intelligence artificielle, elle est souvent perçue justement comme immatérielle, alors qu'en fait, elle repose sur des choses justement très matérielles, du travail humain, mais aussi des ressources naturelles qui sont justement pas du tout immatérielles. Ce qu'on n'a pas toujours en tête, c'est que pour faire apprendre, permettre aux algorithmes d'intelligence artificielle et aux services d'IA d'apprendre et donc de prédire ou de créer des contenus, il faut qu'il y ait une intervention humaine avec des individus qui vont ce qu'on appelle annoter, c'est-à-dire mettre des étiquettes sur des données pour dire bah voilà, ça c'est un chat, ça c'est un chien, reconnaître et permettre aux algorithmes derrière d'automatiquement reconnaître certains types de données. Mais ça doit être fait manuellement. On appelle ça les travailleurs du clic ou du micro-travail et c'est quelque chose qui en fait se fait souvent dans des conditions de précarité ou de travail qui peuvent vraiment poser question. Donc ça, c'est cette dimension du micro-travail et il faut aussi avoir en tête que l'intelligence artificielle, ça repose sur de l'extraction de ressources naturelles, des métaux, des ressources rares, qui en fait crée derrière à la fois des situations de dépendance, parce qu'il faut aller chercher justement ces ressources-là dans des pays du sud global ou en tout cas dont on peut être dépendant. Et puis ça va aussi poser des questions en termes de pollution, d'impact sur la biodiversité. Donc c'est pas du tout une industrie qui est immatérielle et abstraite.
mais au contraire, elle repose sur quelque chose de vraiment très concret et très matériel. Mais les dirigeants n'ont pas toujours ça en tête. Et donc l'étude montre ça en détail et puis donne aussi des ordres de grandeur sur typiquement l'importance du recours au micro-travail. L'autre aspect aussi qui est en fait très conforme à ce qui se passe dans d'autres industries, c'est que l'intelligence artificielle, elle est aujourd'hui aux mains d'acteurs dominants et en particulier les géants du numérique, les grandes plateformes du numérique qui ont en fait des positions concurrentielles qui font que l'usage de l'IA par les entreprises tend à conforter ces situations d'oligopole déjà en place. Et puis bien sûr, il faut inscrire tout ça dans des questions de géopolitique avec là aussi des positions très dominantes des États-Unis, mais aussi de la Chine en matière d'investissement dans l'intelligence artificielle. Donc l'Europe se cherche une place dans cette dynamique-là, mais l'étude remet aussi en perspective cet essor de l'IA dans une perspective géopolitique. Plusieurs groupes ont été formés au printemps 2024 avec des dirigeants d'entreprises pour mieux comprendre leur rapport à l'IA. Qu'en est-il ressorti ? Alors, ce qui était vraiment intéressant, effectivement, dans cette étude, c'est d'aller interroger, à la fois dans des entretiens individuels, mais aussi à l'occasion de focus group, des dirigeants d'entreprises de tailles diverses, de secteurs divers, de régions diverses. Et ça, cette parole-là de dirigeants, on ne l'entend pas forcément très souvent. Et donc, cette étude, elle avait vraiment cette spécificité et ce contenu exclusif, si je puis dire. Qui a été aussi croisé avec des entretiens d'experts, de l'analyse aussi de la littérature académique sur ce sujet-là. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui fait la force de cette étude-là. Et donc, ce qu'il en ressort, évidemment, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas un seul dirigeant, il y a une pluralité de dirigeants, le terme est pluriel, mais on a vu justement sans en faire une segmentation précise, des attitudes qui sont très différentes. Mais globalement, on a quand même tout un groupe de dirigeants qui sont très favorables à l'IA, à la fois par curiosité, par dynamisme aussi, ou par intérêt pour la technologie, mais aussi, dans un certain nombre de cas, par peur d'être dépassés. Donc l'effet FOMO, comme on l'appelle parfois, il est vraiment très fort. C'est si on s'y met pas, on va passer à côté de quelque chose, ou nos concurrents vont se l'approprier et nous, on va perdre du terrain. Donc il y a quand même une propension à se saisir des opportunités de l'IA qui est assez forte chez les dirigeants. Même si, par ailleurs, on a aussi un certain nombre de dirigeants qui sont, dans certains cas, très hostiles, qui ne veulent même pas en entendre parler, ou dans beaucoup de cas relativement prudents et qui émettent aussi le besoin, le souhait d'expérimenter et de tester pour voir, sortir justement de l'espèce de bulle spéculative qu'il peut y avoir et mesurer très concrètement, faire l'expérience par eux-mêmes de ce que ça peut leur apporter ou pas. Donc cette étude-là montre ça très très bien. Et par ailleurs, donc ce que l'on voit, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de questions qui émergent et d'interrogations. Les dirigeants s'interrogent vraiment sur justement ce qu'il y a vraiment derrière l'intelligence artificielle, mais on sent qu'ils ont besoin d'être accompagnés justement dans cette compréhension des dynamiques du marché, des questionnements éthiques, des risques qui peuvent y être associés. Donc il y a vraiment aussi toute une partie de pédagogie et de démystification à amener. Et puis, il commence quand même effectivement à prendre conscience des conséquences adverses que ça peut avoir justement en termes d'impact environnemental, en termes de risques éthiques et aussi d'acceptabilité de la part de leurs parties prenantes, que ce soit leurs employés ou leurs clients ou justement leurs partenaires ou leurs actionnaires, enfin les différentes parties prenantes de leur gouvernance. Mais on sent que ça, c'est encore émergent et qu'il y a un gros besoin d'accompagnement sur ces questions-là. HLU met en avant l'intelligence du cœur, définie comme l'alliance de l'intuition, du courage et de l'empathie. En quoi un usage immodéré de l'IA amoindrit ses facultés ?
Alors, ce qu'on a vu dans l'étude, c'est qu'effectivement, l'IA, l'usage immodéré de l'IA est de nature à mettre en péril ses qualités, ses aptitudes, que sont l'intuition, le courage et l'empathie, qui sont d'ailleurs précisément ce qui fait aussi de nous notre spécificité en tant qu'humain. Le dirigeant peut perdre confiance même en ses capacités intuitives parce que soit il n'y a plus d'occasion de décision, la machine fait elle-même une recommandation. Et il peut avoir aussi un biais qu'on appelle le biais d'automatisation, qui est de faire excessivement confiance à la recommandation d'une machine plutôt que d'aller justement s'appuyer sur son libre arbitre ou sa propre intuition. Donc là, ça peut faire émerger des risques. Même chose sur le courage, on peut avoir une forme de déresponsabilisation du dirigeant qui en fait va se cacher, se déresponsabiliser derrière les recommandations d'un outil d'aide à la décision et finalement manquer de courage dans sa prise de décision. Et même chose aussi sur l'empathie, si on a une automatisation immodérée des relations, et en particulier dans les relations clients, dans les relations humaines et les ressources humaines, les relations aux employés, on peut voir finalement avoir un anéantissement de l'empathie où tout va être automatisé. Donc il y a effectivement un certain nombre de risques que l'IA peut amener sur cette intelligence du cœur et la capacité des dirigeants à la mobiliser dans leur prise de décision. Et enfin, justement, comment cette intelligence du cœur permet à l'inverse de ne pas devenir esclave de l'IA et de garder son libre arbitre? Donc, ce qu'on a vu dans l'étude, c'est que justement, il est important pour les dirigeants, les dirigeantes, de développer cette intelligence du cœur pour être capable justement de cultiver leur esprit critique, de prendre du recul par rapport à l'usage de l'IA et de le réinterroger. Parce que ce que l'on voit, c'est qu'on est aussi dans une société qui est encline à déployer sans réfléchir, à céder justement à la hype ou au marketing. Et donc, c'est très important de développer ces aptitudes intuitives, ce courage de dire non, justement, courage de ne pas suivre la recommandation de la machine, de ne pas justement céder à la hype technologique et de réinterroger sans cesse le bon usage, ou non d'ailleurs, de l'IA et des solutions technologiques. Et ça demande aussi beaucoup de courage. Donc, ce qu'on voit, c'est que, je ne sais pas s'il y a un équilibre à trouver, mais en tout cas, les aptitudes de l'intelligence du cœur seront essentielles pour, dès aujourd'hui et demain, justement prendre des décisions sur un juste usage que pourrait être celui de l'IA dans l'entreprise. Merci Laure. Merci.